Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, samedi 24 août, 10h30. Je salue mon prédécesseur du Libre Journal de Géopolitique Profonde, Nicolas Stocker, et son admirable invité, Marc Rousset. J'imagine qu'ils ont dû parler de la Russie. Je salue bien entendu aussi Lara qui est constamment... je dis pas la chevelure ouvrière, mais qui est évidemment là aussi pour animer cette émission du Libre Journal de Géopolitique Profonde. Je salue bien entendu Patrice. Oh, le Patrice, il est revenu, bien beau, fringant, bronzé. Et il est là pour recevoir vos commentaires et vos questions, et je sais qu'elles seront nombreuses parce que le sujet du jour est un sujet épineux, une forme de tabou, on peut le dire. Et bien entendu, en dernier, parce que le meilleur pour la fin, Virginie, la sublime Virginie, réalisatrice de génie à Radio Courtoisie, toujours présente, toujours pas en vacances. Bientôt, je crois, mais pas maintenant, pas en tout cas en ce mois d'août. Elle est ici présente, elle réalise, elle appuie sur plein de boutons que je ne comprends pas, et je la salue bien entendu, parce que sans elle, cette émission n'existerait pas. Aujourd'hui, je reçois une maman, comme toute là, une maman qui pourrait être, comment dire... qui pourrait être une maman qui nous écoute, Virginie Dervieux, et qui a vu son enfant placé abusivement à l'aide sociale à l'enfance. On va en parler. Vous savez, c'est un sujet que je ne maîtrisais pas très bien, et il y a quelque temps de cela, on était venu me voir, mais oui, Mike, parle du sujet de l'aide sociale à l'enfance. Il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance alors qu'ils ne devraient pas l'être. J'ai même reçu ce chiffre de 50% de ces enfants qui ont été placés et qui ne devaient pas l'être. C'est pour ça que pour le coup, j'essaie de faire des émissions dessus, parce que j'ai l'impression que c'est une forme de tabou national, qu'on n'en parle pas, que les médias, est-ce qu'ils veulent pas en parler parce que derrière il y a les conseils généraux, enfin les départements, il y a l'État aussi d'une certaine manière, parce que les départements, même si c'est des collectivités, c'est quand même représentant de l'État. Est-ce que il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que rappelez-vous cette affaire Émile Louis, où la DAS de l'époque se fichait de disparition de jeunes filles de l'aide sociale à l'enfance. J'imagine moi je le vois en tant que journaliste, quand je mets le nez dedans, quand je gratte, il y a des choses là-dessus qui ne sentent pas bon et qui touchent nos enfants. Alors est-ce que ces enfants, après, certains disparaissent, d'autres font l'objet de viols, d'échanges dans certains réseaux. Et vous savez, lorsqu'un sujet n'est pas abordé, lorsque des médias subventionnés ne cherchent pas à aborder ces sujets, c'est parce que derrière, ça sent mauvais. Alors, je reçois notre amie Virginie Dervieux. Elle est là, ici présente. Bonjour, chère Virginie. Comment allez-vous, déjà? Bonjour Mike, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très très bien. Allez-y. Bonjour à tout le monde et merci de me recevoir dans votre émission. Effectivement, les placements abusifs d'enfants sont un sujet que je constate tous les jours tabou dans la société à l'heure actuelle, alors que derrière, effectivement, il y a énormément de problèmes financiers qui sont liés à ces placements abusifs. C'est, comme vous le disiez, l'intervention des conseils départementaux, puisque ce sont eux qui sont chargés via les subventions de de financer ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Alors si je puis me permettre, je vais juste, préciser quelque chose, pardon. Simplement ma fille, elle a été placée abusivement, oui, mais elle est placée chez son papa. Donc ça fait aussi partie des placements abusifs. On peut avoir un placement abusif chez l'autre parent également. Alors, racontez-nous, tiens, votre Oui. histoire.
bien Alors, sûr. pourquoi ce placement chez son papa et qu'est-ce qui s'est passé en amont? Alors, ce qui s'est passé en amont, simplement, bon, nous, comment dire? Moi, je suis devenue maman d'une adorable petite fille, qui, fait notre joie et là, suite à, comment dire? La rencontre avec son papa fait que, il n'y a jamais eu de vie commune. On avait déjà un éloignement géographique d'une centaine de kilomètres qui peut donc voilà être, quand même un obstacle assez important et par la suite, bon, on a eu, voilà diverses, comment dire? Au désaccords au niveau, culturel et cetera un peu, mais bon ça ça regarde, chacun et donc ce qu'on appelle le juge aux affaires familiales est intervenu à un moment pour réguler tout ça Parce que, et attendez, parce que vous vous oui. séparez, c'est ça? Non, en fait, on n'a pas eu de séparation effective puisqu'il n'y a jamais eu de vie commune. D'accord, Donc très bien. c'est ça, ce qui rend épineux la plupart des dossiers maintenant également, c'est qu'on a cette, notion, on va dire, de changement sociétal également, puisque vous allez avoir, des personnes qui vont plus vivre, on va dire, sous le régime «classique» entre guillemets, matrimonial, la famille traditionnelle et cetera. La société a tellement évolué aujourd'hui que vous avez diverses possibilités. Pour notre part, nous, on n'a jamais vécu ensemble. Le papa a toujours, vécu avec ses parents, ce qui est pas un problème en soi, hein, j'ai aucun reproche de ce côté-là. Voilà, on n'a pas donc une séparation, si vous voulez, pour moi, une séparation, elle devrait être, effective à partir du moment où quelque part, on a quand même commencé à construire quelque chose ensemble, ce qui n'a jamais été le cas. Donc ça, c'est aussi une notion au niveau des tribunaux qui est très difficile à faire comprendre, hein, qu'ils restent très sur le système traditionnel, hein. C'est très, ancré, hein, quand même comme chose et on le voit au niveau des textes de loi notamment, puisqu'on n'a pas d'autres, entre guillemets, «possibilités» à l'heure actuelle pour ça. Il y a des choses qui bougent dans la société, mais de ce point de vue-là, étrangement, on n'a pas de possibilité et c'est ce qui donne la possibilité, d'un autre côté également, à ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance pour s'engouffrer dans la brèche et raconter un peu tout et n'importe quoi. Donc le juge aux affaires familiales, pour notre part, bon, il a statué, il a régulé tout ça, voilà. Il y avait ce qu'on appelle, entre guillemets, «un droit de visite et d'hébergement classique» pour le papa. Donc la petite, ma fille allait, chez voir son papa, on va dire tous les 15 jours le week-end et la moitié des vacances, voilà, comme dans la plupart des cas. Et justement, ça c'est axé, comment dire? Pardon, calqué sur le modèle, entre guillemets, «traditionnel» puisque on a c'est ce qui est fait dans le cadre de la séparation, dans le cadre d'un divorce, par exemple, vous allez avoir tout le temps cette partie-là. Donc on calque d'office des choses qui ne correspondent pas forcément à une situation, on va dire, traditionnelle. Bon, c'est une chose, on va, après c'est, on va dire à la discrétion du magistrat, comme dit la formule consacrée. Ce qui se passe ensuite, c'est que, le juge aux affaires familiales était donc toujours saisi, et le papa avait, commencé son droit de visite, par des visites médiatisées. Donc des visites médiatisées, ça se passe en espace de rencontre. Le juge aux affaires familiales avait ordonné ça simplement pour, qu'il y ait comment dire? Une prise de contact, en douceur entre ma fille et son papa puisque, ne vivant pas avec nous, il n'y avait pas, comment dire? Ce contact, on va dire, permanent, H24, hein, comme quand vous avez, entre guillemets, les parents qui vivent ensemble, l'enfant et cetera. Donc là, du coup, le JAF a dit: «OK, on va y aller doucement, on va pas brusquer les choses, très bien» et il se trouve que lors de la première visite médiatisée, ma fille, elle est revenue, traumatisée et elle m'a dit tout doucement, parce qu'elle était assez petite à l'époque, Oui. donc avec des petits mots à elle, hein, elle m'a dit tout doucement, des choses que j'ai notées simplement. J'ai pas modifié, rien du tout, j'ai noté ce qu'elle me disait D'accord. pour, Qu'est-ce voilà qu'elle dit? et bref, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, que son papa avait été méchant avec elle et qu'il l'avait tapée et cetera. Donc évidemment, vous vous doutez bien que moi, là, je suis horrifiée, je ne sais pas quoi faire. Il faut savoir que dans ces cas-là, les avocats sont d'une aide très relative, hein, Attendez, parce que, il l'avait tapé, c'est-à-dire que vous aviez vu des marques sur son corps, des... ben, il y avait pas comment faire. Donc
les marques étaient pas visibles, ça pouvait être confondu, par exemple, avec des jeux qui se passaient à la maternelle, si par D'accord. exemple, elle avait voilà, fait une petite, voilà, une petite chute sur le je sais pas, dans la salle de classe, peu importe et du coup, moi, on m'a dit: «Oui, mais il y a pas effectivement, comme vous dites, la première chose qu'on vous rétorque, c'est: "Il y a pas de marque visible"». D'accord. Donc en fait, on estime qu'un enfant, il doit y avoir absolument des marques visibles. Il doit y avoir, je sais pas, il doit avoir le bras cassé, des hématomes visibles, enfin bref. Donc de toute façon, dans la plupart des dossiers desquels, j'ai eu connaissance, même s'il y a ça, ça n'empêche que la parole de l'enfant est niée. Est-ce qu'il Ça, y a c'est eu, pardon. est-ce qu'il y a eu des choses qui sont allées plus loin que que de la maltraitance? Alors, a priori, pour moi, je ne le sais pas puisque je n'ai pas, quand il s'agit de visites médiatisées, vous n'avez pas le droit d'être présent en D'accord? même temps que le parent. C'est le principe, c'est justement qu'il y ait pas de conflit, enfin soi-disant de conflit ouvert, mais en fait, c'est le moyen de créer un conflit puisque la décision judiciaire sous-entend que si les parents sont ensemble avec l'enfant, c'est un conflit, ça va créer un conflit. Vous voyez ce que je veux dire? On a déjà une déformation des choses. Donc c'est là qu'on se dit: «OK, attention parce que là, c'est pas exactement ça». Moi, a priori, le papa, au départ venait aussi également à la maison, il est venu quelques fois, le juge aux affaires familiales avait acté que, les visites se passaient, bah, voilà, il y avait pas de coups, il y avait pas de cris, il y avait voilà, ça le papa venait donc, chez nous à notre domicile, il venait voir, notre fille et voilà, ils jouaient, bon, OK et on va dire qu'on se tapait pas dessus les uns les autres, hein. Accessoirement, c'était Mais ouais, quand il est seul avec votre fille, là, les ça je coups ne sais pleuvent. pas. Ça, je ne sais pas. Mais enfin, votre fille, en tout cas, a témoigné en disant: «Voilà, il m'a tapé». Voilà. Par contre, la petite, donc ma fille, elle l'a dit. Elle l'a dit. Alors ce qui a été, moi, ce qui m'a absolument, fascinée et encore aujourd'hui, c'est quand la petite revient de la visite avec son papa, visite qui devait durer normalement 1 heure, hein, un 1er contact, voilà. On aurait dû avoir également un calendrier qui aurait dû être établi, un entretien préalable. Tout ça, on va dire que l'entretien préalable, nous, quand on est arrivés, on nous a t rétorqué la responsable de l'espace de rencontre nous a rétorqué: «Il y aura pas d'entretien, le papa est déjà là, on y va». Bon, D'accord, OK, très bien. Bon déjà première entorse. Alors, là, déjà, normalement, ce qu'il aurait fallu que je fasse, si on veut, c'est, voilà, on va me dire: «Oui, vous auriez dû prendre votre fille sous le bras et partir». Voilà. Ça, on me l'a déjà dit aussi et il y a une chose simple, c'est qu'il faut savoir quelque chose, c'est que vous êtes face à des personnes qui sont là et qui prennent la petite, qui la déshabillent d'office, qui la prennent, vous avez même pas le temps de lui faire un petit bisou, lui dire: «À tout à l'heure» et ça se passe en très, très rapidement. D'accord? Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le temps de vous retourner, c'est impossible. Donc moi, OK, on respecte donc ce qui a été dit dans la décision. J'attends, on me dit: «Vous attendez dans une pièce». OK, très bien, un bureau complètement désert, voilà et moi je patiente et je vois une personne qui passe et parce que la porte du bureau était ouverte et puis je vois une personne qui passe et je lui demande si il est quand même possible d'avoir ces fameux entretiens préalables, puisqu'on est supposé m'expliquer comment ça va se passer, comment ça se déroule, ce qu'ils font et cetera. Enfin, c'est quand même le but. Là, pas de réponse, d'accord? Je vois X personnes qui passent pendant un temps fou. La seule chose qu'on m'a rétorqué, c'est qu'il y en a pour 1 heure avec, votre fille, elle va voir son papa pendant 1 heure. Voilà, c'est comme ça, c'est la première visite médiatisée, c'est toujours comme ça que ça se passe. OK, très bien, d'accord. Dont acte, hein, comme dirait l'autre et là, du coup, je me dis: «Bon, très bien, dans 1 heure, peut-être qu'on pourra discuter en présence de la petite, ce sera peut-être, intéressant aussi» et il se passe 1 heure, il se passe 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 30, 1 heure, 45, pratiquement 2 heures, au bout desquelles, je vois ma fille qui réapparaît, pâle, complètement, épuisée, épuisée, je peux pas dire ça autrement, épuisée et qui court vers moi, qui me saute au cou et qui me dit: «Maman, maman, où est-ce que tu étais?» Bon, je traduis, hein, parce qu'avec ses petits mots à elle, c'était: mmh «Maman, mh. maman, je t'ai appelé, tu pas entendu, pourquoi t'es pas venu?» Alors, faut savoir une chose, c'est que moi, j'étais à l'étage
supérieur, dans cet espace de rencontre qui se tenait sur D'accord. plusieurs étages. Donc moi, j'étais à l'étage supérieur, donc ce que j'ai dit à ma fille, j'ai simplement dit: «Bah, je suis désolée, mais je ne t'ai pas entendue» et je lui Qu'est-ce réponds, qu'elle hein. vous dit après? Alors là, elle dit et ça, c'était en présence de la responsable, hein, D'accord, évidemment. Donc ma fille me dit: «Papa méchant, papa tapé». d'accord. Alors là, ça s'est transformé en, là, moi j'ai regardé ma fille, j'étais mais alors, Et la dame, une personne de l'administration était témoin? 1 personne. Ah oui, oui, ils étaient en fait la personne de l'espace de rencontre, la responsable était présente et elle Et a dit: «Bon, bah, c'est bon, vous et pouvez rentrer, pourtant ça y est, c'est réglé». et pourtant, l'administration a décidé de vous prendre votre fille pour la laisser à son père. C'est ça Et et alors ça, c'est donc comment ils justifient ça? alors, ça c'est comment dire? Donc on avait un temps donc un espace de rencontre, ça Et c'est d'ailleurs, d'abord, comment ils pardon. justifient ça? Et deuxième chose, pourquoi ils font pas, je sais pas moi, une garde alternée, par exemple? La garde alternée, le juge aux affaires familiales a jugé que c'était impossible du fait de l'éloignement de la distance, parce qu'on a une centaine de kilomètres entre les 2 D'accord. domiciles, celui du papa et le Et mien. lui gagne Donc plus que là, vous, lui oui. j'imagine? Pardon? Et lui peut-être gagne plus que vous? Lui gagne effectivement, nettement plus que moi, ça c'est clair. D'accord. Et donc du coup, le juge aux affaires familiales, il a dit que de toute façon, notre fille vivant avec moi depuis sa naissance, que jamais, il y avait eu de changement, que, de fait, lui, il actait ce qui avait été établi pour le bien de l'enfant et que donc c'était au papa de se déplacer s'il y avait quelque chose, qu'il voulait et que voilà, effectivement, il a statué aussi sur tout ce qui était financier. Donc à partir de là, il a mis en place le droit de visite progressif qui devait à terme déboucher sur ce qu'on appelle un classique droit de visite et d'hébergement. Mmh. Donc on a suivi, on va dire «la procédure» entre guillemets et à un moment donné, donc ma fille est allée voir son papa, donc comme dit tous les week-ends, le week-end tous les 15 jours, pardon, pas tous les week-ends, mais tous les 15 jours le week-end et la moitié des vacances scolaires. On va dire que jusque-là, d'accord. Ce qui s'est passé, chez le papa, on va dire que moi, j'en avais, connaissance quand ma fille rentrait, qu'elle racontait voilà, «Oui, j'ai fait la balançoire, j'ai fait ci, j'ai fait ça». Bon, OK, jusque-là, bon, j'avais pas raison entre guillemets de m'alarmer. À partir du moment où moi j'ai commencé à me poser des questions, c'est quand la petite me dit, «Oui, ben, papa il est pas gentil, il me crie dessus, j'aime pas trop, quand j'ai pas trop faim, ah ben, après moi je reçois plus rien à manger». J'ai dit: «Ben, écoute, si tu as pas faim à un moment donné», par exemple si c'était les vacances scolaires, effectivement un enfant il va peut-être pas manger exactement aux mêmes horaires qu'un adulte, hein, voilà. Donc, si à un moment il a peut-être pas faim parce que, il est en train de jouer, un enfant qui est en train de jouer, il s'oublie. Donc de fait, il va pas agir, il va pas dire, «Voilà, il est 19h30 et puis hop, je vais aller manger». Donc, j'ai proposé à ma fille en disant: «Bah, écoute, demande papa et mamie» parce que, elle a le papa, il vivait à ce moment-là toujours, chez ses parents et donc son propre père, donc le grand-père paternel de ma fille est décédé, en 2017 et donc maintenant, le papa, il est toujours voilà, en contact très régulier, on va dire, quotidien, avec sa maman, à lui, donc la grand-mère paternelle de ma fille et donc la petite, bon, elle disait: «Oui, ben, j'aime pas trop en manger», enfin bon, comme les enfants, hein, voilà, donc il y a pas de souci. Je lui dis: «Ben, demande si par exemple tu peux avoir une pomme à un moment donné, une pomme, un fruit, n'importe quoi» et donc ça, elle me disait même ça, il lui refuse. Donc ce qui fait qu'elle m'expliquait à plusieurs reprises, elle m'a expliqué qu'elle se couchait le ventre vide. Alors déjà là, ça commence à poser question. Le fait aussi que, ben, même si, elle était, supposée être avec son papa le week-end, la moitié des vacances scolaires, mais elle m'expliquait, aussi que son papa, ben, il allait voir ses copains, que, il attendait, enfin qu'il emmenait la petite, je sais pas, à des heures, très tard le soir, ou voilà, parce qu'elle me disait: «Je suis fatiguée, j'aimerais bien rentrer». J'aimerais bien dormir, voilà et donc ma fille, en fait, elle revenait à chaque fois épuisée du week-end ou des vacances chez son papa. À chaque fois, elle était malade. Moi, j'étais quitte pour l'emmener le lundi, chez le médecin et qui constatait que, ben, elle avait, je sais pas moi, une rhinopharyngite, une grippe, peu importe
et donc du coup, bah, elle manquait, des jours d'école et après, ça m'a été reproché. Et donc, à la suite de ça, c'est son papa qui a la garde. Bah, alors donc, on a le JAF qui continue, hein, qui D'accord? intervient, qui est toujours en cours. On a le papa qui fait un premier courrier, à un juge des enfants en disant que, je m'occupe mal de notre fille, que, il a voilà, enfin, il se plaint de choses dont il s'était déjà plaint au juge aux affaires familiales, mais le juge aux affaires familiales ne l'avait pas suivi sur ce terrain. D'accord? Lui, il avait dit: «OK, bon, ça va, il y a la maman s'occupe très bien de l'enfant, il y a aucun problème». Donc, comme le papa n'arrivait pas à obtenir gain de cause au niveau du juge aux affaires familiales, il a fait un premier courrier au juge des enfants et le juge des enfants lui a très simplement écrit en disant: «Mais monsieur, vous écrivez des choses qui relèvent du juge aux affaires familiales, vous en avez déjà fait part au juge aux affaires familiales, qui est déjà saisi, donc moi, je n'interviens pas». C'est-à-dire qu'il a suivi le juge des enfants, il a suivi la procédure qui est la séparation, juge des enfants, JAF, d'accord? On appelle le juge aux affaires familiales, ce qu'on appelle également le JAF. On a cette «séparation» entre guillemets des prérogatives de chacun. Si, ça relève de ce qu'on appelle le juge aux affaires familiales, le juge des enfants ne va pas se mêler de rajouter, complexifier les choses. Voilà, donc on a quand même, plusieurs arrêts de la Cour de cassation, dont celui du 20 octobre 2021, qui acte, cette, répartition, si vous voulez, des tâches. Donc le papa reçoit ce refus du juge des enfants, mais tout ça, moi, je n'étais pas au courant, hein. À ce moment-là, je n'étais absolument pas au courant de ce qui se passait en off, de ce que le papa avait fait et cetera. Je l'ai appris bien plus tard et donc le papa reçoit ce refus du juge des enfants et il va voir une avocate, qui, bon, on va dire, l'intérêt de l'enfant, pour elle, c'est surtout un intérêt financier, hein, voilà, qui est réputé pour, être quand même, en cheville avec, l'ASE, ce qu'on appelle donc l'aide sociale à l'enfance, hein, D'accord? et donc qui va, elle, écrire nommément à un juge des enfants. Là, déjà, je suis pas sûre et certaine que, comment dire? Le fait de saisir nommément un juge, ça va être, comment dire? Très, dans les clous, dirons-nous, hein. Donc elle saisit ce juge des enfants, nommément, en lui faisant part des difficultés du papa, toujours pareil, du juge aux affaires familiales, ça relève toujours la même chose et elle lui met alors là, c'est le coup de grâce, le coup près qui tombe, c'est elle évoque l'aliénation parentale me concernant. Voilà. Elle dit que, grosso modo, elle l'écrit parce que tout ça, moi, je n'en ai pas été informée, Mmh. c'est-à-dire que je l'ai appris après. C'est des documents que normalement j'aurais dû avoir en main bien avant et j'aurais Mais dû les avoir pour pouvoir me défendre. alors, Oui, pardon. pour que les auditeurs comprennent, à quel moment l'ASE rentre en jeu? Alors, l'ASE va rentrer en jeu, bah, précisément à ce moment-là. C'est-à-dire D'accord. qu'à partir du moment où, le couperet aliénation parentale de la part, d'un père tombe et il se trouve que, ça a été acté par une résolution du Parlement européen qui est datée du 6 octobre 2021, dans le cadre du droit de garde, et des violences qui sont faites aux femmes et aux enfants dans ce cadre-là. Il y a l'article 41 notamment et bizarrement cet article, les Qu'est-ce avocats qu'il dit? soi-disant spécialisés ne le connaissent pas, hein, mais alors D'accord. pas du tout. Et qu'est-ce qu'il dit cet article? Alors cet article, il dit simplement que tout ce qui est ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale, vous savez, c'est ce concept fumeux inventé par Richard Gardner à l'époque, Oui. un Qui est Américain Richard Garner? un Américain qui se prétendait, psychologue, psychiatre et cetera, mais en fait qui n'avait aucune qualification là-dedans et D'accord. qui, dans le cadre de difficultés personnelles, on va inventer un concept fumeux qui va appeler le syndrome d'aliénation parentale. Ce syndrome d'aliénation parentale est destiné à dévoyer la parole de l'enfant, dévoyer la parole de la mère évidemment, puisque voilà, il était en conflit lui-même et donc du coup, ça va permettre, si vous voulez, de d'occulter les violences puisque c'est quelque chose qui va aller même plus loin, hein. Il suffit de regarder quelques écrits concernant ce monsieur. C'est quelque chose qui va aller plus loin, mais alors très, très loin là-dedans
Et là, je trouve ça absolument scandaleux que des avocats puissent même penser encore à utiliser ça ou, ne serait-ce qu'en parler. Déjà, c'est quelque chose qui relève du domaine psychiatrique. Accessoirement, une aliénation, c'est psychiatrique. Alors, dire une aliénation parentale, là, ça va très loin parce que ce monsieur, il allait jusqu'à dire, grosso modo, que ça légalisait, ça justifiait la pédocriminalité. Ah bon? Ah oui, oui, c'est Dans quel sens, extrêmement dites-nous? grave. C'est extrêmement grave parce que ça veut il disait simplement qu'un enfant qui se plaint, des violences, sexuelles ou autres qu'il subit de la part de son papa et qu'il en rapporte à la maman, que la maman cherche de l'aide auprès des autorités en disant: «Voilà, bah, mon enfant a été victime, soit d'inceste, soit de violences, sexuelles, soit de maltraitance», je veux dire, je ne gradue pas, hein, tout Oui, tout confondu. Ça va donner à chaque fois le, la possibilité de dire: «Ben, la parole de l'enfant, elle est, utilisée par la mère pour, contre le père». Pour, dire que, ben, voilà, c'est pas vrai et que de toute façon, même si c'était vrai, l'enfant doit apprendre à, avoir une sexualité épanouie avec les adultes et que les adultes sont, là pour l'aider à avoir une sexualité épanouie. Vous voyez le lien avec les programmes, bien sûr. éducation nationale en ce moment? Vous voyez un petit Et peu? ça, c'est un article 41 Alors ça, c'est de l'article l'Union 41. européenne, hein. Alors du Parlement, une résolution du Parlement européen qui est datée du 6 octobre 2021 dans son alors il y a énormément d'articles évidemment dedans, mais moi je l'ai lu avec beaucoup d'attention dès que j'en ai eu la transmission parce que je me suis dit: «C'est pas possible d'avoir quelque chose» donc c'est paru en 2021 simplement parce qu'entre-temps il y a eu ce fameux confinement, n'est-ce pas? Et que c'était déjà acté en 2019. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes comme qui ont commencé à dire: «OK, il y a des choses qui vont pas là, clairement, le truc de Garner, tout ça, c'est pas possible, ça va à l'encontre du bon sens, ça permet c'est comme Outreau, ça permet de dénigrer la parole de l'enfant, de le mettre de côté complètement» et du coup, il y a beaucoup de on va dire de quand même de gens qui sont quand même reconnus en place publique, dont par exemple, un certain juge, qu'on connaît tous, Mmh. qui a été éjecté par le gouvernement, de façon extrêmement, cavalière, n'est-ce pas? Alors quand il commençait à déterrer des choses qui ne plaisaient pas. Bref, il y a plusieurs comme ça, on va dire, quand même personnes qui, même au niveau de la justice, commençaient à dire: «Attendez, ça va pas quoi, on est dans des choses où, là on ça atteint des sommets». Et on a cette résolution qui donc, a été, si vous voulez, faite à partir de différentes, de la saisie de différentes personnes, en disant: «OK, là non, stop, il faut arrêter». Et cet article 41 mentionne simplement que le ce qu'on appelle le fameux syndrome d'aliénation parentale. Donc c'est écrit, hein, syndrome d'aliénation parentale est un concept qui n'est absolument pas fondé en droit, qui n'existe pas en soi, que tous les concepts qui s'y rapportent et ben, comme l'aliénation parentale, alors syndrome d'aliénation parentale, aliénation parentale, c'est la même chose, hein. C'est voilà. À partir du moment où on parle d'un syndrome, on parle d'aliénation, ça relève du domaine médical et que ça doit être réservé à ce domaine-là, d'accord? Et encore, c'est avec beaucoup de pincettes, hein. Et là, on est dans quelque chose qui commence d'un seul coup à on voit un petit peu plus clair parce qu'on se dit: «Mais les juges qui sont saisis par s» alors c'est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans cette résolution que la plupart du temps, ce sont les pères. Qui utilisent ça, ce qu'on appelle en défense, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne leur convient pas, ils vont brandir cette aliénation parentale comme, bannière en disant: «Ah là là, je suis victime, la parole de l'enfant, faut pas écouter, la mère Donc instrumentalise» en et cetera. gros, Oui, pardon. pour que les gens qui nous comprennent, parce que voilà, Oui, c'est spécifique. vous connaissez votre affaire Oui, par cœur, mais bon, il y a des gens qui nous écoutent tout et à il faut fait. qu'ils comprennent. Donc du coup, le papa de votre fille Diane Oui, a utilisé cet argument pour, alors que, selon les mots de votre fille, mmh. euh, on peut dire qu'il bat votre fille, parce que Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, elle m'a simplement dit: «Papa me tape». Bon, en tout cas, après, d'après les mots de oui, votre fille, en tout voilà, cas, il la bat. Voilà, voilà, d'après ses voilà, mots à elle, il la bat. voilà. Eh ben,
vous avez, vous en avez parlé à l'administration et lui a utilisé cet article pour dire, voilà, en gros, madame est folle, euh, notre fille doit être avec moi essentiellement parce qu'elle est folle. En gros, c'est ça, quoi, si je puis C'est dire. ça, ah oui, oui, c'est tout de suite l'accusation de folie, hein, ça de toute manière, dans tous les dossiers, c'est tout le temps le même fonctionnement, Oui, il y a tout le temps le même truc. Donc moi, je vous dis honnêtement, là, à l'heure actuelle, je ne vais pas formuler d'accusation contre le papa, puisque moi, je n'ai aucune certitude. C'est la parole, on va dire, grosso modo, la parole de ma fille contre la parole de son père, à l'heure actuelle, voilà. hein. Donc moi, je ne veux pas, en aucun cas, je ne veux mettre ma fille en porte-à-faux, ça bien évidemment. Je ne veux pas non plus qu'elle soit elle-même contrainte de faire face à un certain nombre de choses. Donc ça aussi, moi, je suis aussi dans l'optique où je vais essayer de la protéger. Mais de la protéger parce que j'ai pas envie qu'elle elle se retrouve à devoir, entre guillemets, choisir entre son papa et moi à un moment donné, parce que je trouve ça pour un enfant, voilà, on le fait pas, quoi. Et, et aujourd'hui, Après, c'est à nous. votre fille, elle est 100% du temps chez son père. Elle est 100 du temps chez son papa parce que donc le papa a fait part dans cette, requête qu'il a formulée pour la deuxième fois au juge des enfants, via son conseil, donc son avocate, il a fait état du cas d'aliénation parentale me concernant. Très bien. Alors là où ça commence à devenir, assez, étrange, c'est que la totalité des arguments développés par l'avocate du papa dans cette requête relève du juge aux affaires familiales, comme je le disais. Donc ici, le juge des enfants se saisit de la requête à partir du moment où il y a écrit en gras cas d'aliénation parentale. C'est en gras, hein. C'est l'avocate du père qui l'a mis en gras, bien sûr. Donc, elle justifie également par des pièces, évidemment, puisque il faut, dans ce cas-là, au niveau du tribunal, il faut justifier la saisine, hein. Donc, elle justifie en introduisant une attestation qui émane de ce fameux espace de rencontre et qui est daté en 2 endroits différents de la même date. Et pourquoi c'est important? Parce que moi, je dis: «Vous datez un document avec une date erronée, ça peut être une erreur, admettons. Vous le datez en 2 endroits différents, très distincts sur le même document, de la même date. Là, pour moi, l'erreur, on va dire que c'est très peu probable, hein. Là, ça devient intentionnel. Et vous avez ce document qui dit grosso modo: «Nous avons été informés», alors on ne sait pas par qui, hein, évidemment, que, de dépôt de plainte de la maman, heu contre le papa et cetera. Moi, il faut savoir que quand ma fille m'a dit, ce qui s'était passé à l'espace de rencontre lors de la première visite médiatisée, je savais pas trop quoi faire et donc j'ai recueilli la parole de ma fille et je suis allée voir la gendarmerie, chez moi, en disant: «Qu'est-ce que je fais? J'ai passé ça, moi ma fille me dit ça, qu'est-ce que je fais?» Et j'ai eu malheureusement, on va dire entre guillemets, «le réflexe» que toutes les mamans ont et qui est indiqué dans cet article 41 du Parlement européen, c'est indiqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a la difficulté, l'enfant exprime quelque chose, il y a une difficulté avec le père, les 3/4 du temps, c'est le père, hein. C'est voilà, on va pas se leurrer et systématiquement, cet article-là dit: «OK, on va dénigrer la parole de l'enfant, on va instrumentaliser». Le père va commencer à instrumentaliser la justice. C'est quand même ce qui ressort de cet article 41 et c'est pour ça qu'ils mettent en garde sur l'utilisation du syndrome d'aliénation parentale, ce qu'on appelle le SAP ou l'aliénation parentale elle-même. Et là, on a quelque chose qui commence à être, on dit: «Bon, OK, au niveau judiciaire, il y a quand même quelque chose qui interroge». Là, on a ensuite, bah, pour nous, le juge des enfants qui se saisit de ça, qui donc fait alors là, ça commence à devenir ubuesque, hein, parce que voilà. On a le juge des enfants qui établit une convocation dans le cadre de l'ouverture de ce qu'on appelle l'assistance éducative, hein, parce que l'assistance éducative, c'est le juge des enfants. Donc, dans le cadre de l'ouverture d'un dossier d'assistance éducative, donc le juge des enfants établit une convocation qui est datée, du mois de juillet et moi, je reçois la convocation moins de 48 heures avant la date d'audience fixée, par lettre simple. Donc déjà, pas de recommandé accusé-réception. Je n'ai pas les 8 jours minimum qu'il faut, pour ça, mais c'est pas grave, je soulève ça à l'audience. OK, aucun problème, on fait quand même l'audience, il y a pas de souci.
Donc par la suite, moi, je vais apprendre l'utilisation de cette fameuse attestation de l'espace de rencontre. Celle-là, je vais l'apprendre 4 ans après. 4 ans après. C'est absolument formidable parce que c'est quand je vais demander, moi, à aller, voir le dossier en personne, sans avocat, et que je vais tomber sur cette attestation que je n'avais jamais vue jusque-là. Mais Jamais. qu'est-ce que vous en concluez? Qu'en fait, la justice travaille un Je ne peu sais comme pas. elle le sent, que dorénavant, elle utilise cet article 41 comme étant une forme de dogme. Qu'est-ce que vous en concluez? L'article 41, si vous voulez, il est fait pour aller contre les décisions judiciaires qui sont D'accord. instrumentalisées, voilà. Donc cet article 41, évidemment, quand vous le servez, parce que moi je m'en suis servi en cour d'appel notamment, il dérange. Il dérange énormément les magistrats français. Alors je reviens rapidement sur la fameuse attestation de l'espace de rencontre qui a permis au papa de saisir le juge des enfants. Donc cette attestation de rencontre qui dit, en 2 endroits distincts: «Vous avez la même date» et elle dit simplement: «Nous avons eu connaissance, du dépôt de plainte fait par la mère et donc nous nous interrogeons sur les capacités mentales de la mère», grosso modo, «et nous avons également délivré des certificats au père afin de lui permettre de pouvoir déposer plainte contre la mère pour non-présentation d'enfant, même si les certificats médicaux de la maman nous sont parvenus». Vous voyez le Je comprends ça bien. commence à devenir on marche sur la tête, clairement on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'un magistrat, il accepte une pièce qui dit que de toute façon, ils ont fait des choses qui sont illégales, mais c'est pas grave. Voilà, donc là déjà, moi je me dis: «OK». Donc ça, j'en avais pas connaissance à l'époque et quand j'ai eu connaissance de ce document, je me posais la question, je me dis: «Comment est-il possible que ce document soit établi à une certaine date, parlant de la plainte que moi je suis allée déposer pour ma fille qui a été donc entendue par la gendarmerie, qui a mené son enquête, qui a certifié que ce que la petite avait dit était vrai». Donc évidemment, c'est classé sans suite parce que dès qu'il s'agit de la parole de l'enfant, hein, on classe très, très rapidement, ça dérange énormément, donc on classe. Donc moi, j'ai un problème entre la date de dépôt de plainte, qui est datée de 4 jours après l'établissement de cette attestation. Vous voyez, il y a une l'attestation est datée, nous on a déposé plainte 4 jours après, avec la petite, on a été entendus par la gendarmerie. On ne savait pas, au moment où l'attestation était, écrite, moi j'avais aucune idée de ce que j'allais faire 4 jours après. C'est impossible. Alors moi je dis soit l'espace de rencontre, la responsable qui a signé, de toute façon n'est pas habilitée à utiliser des termes psychiatriques ou médicaux en quoi que ce soit, je l'ai vérifié auprès de l'agence, régionale de santé. Heu, alors moi je me Et dis, du elle doit coup, avoir une alors boule de cristal. votre fille dorénavant bon, habite chez son père. Ouais. Est-ce que vous avez des contacts avec votre fille? Là, j'ai alors je reviens juste pour que ce soit un petit peu plus clair, parce que je pense que beaucoup de mamans vont vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Une fois que la juge des enfants est saisie et donc elle fait son audience et à l'issue de l'audience, elle prend une décision. Enfin même, voilà, elle le fait tout de suite, sur ce qu'on appelle sur le siège. Donc elle prend une décision et elle fait intervenir l'aide sociale à l'enfance, qu'on appelle la fameuse ASE. Alors en général, c'est, une mesure, d'investigation, mesure judiciaire d'investigation éducative, pardon, ce qu'on appelle une MJIE. Donc nous, ça a commencé comme ça, une MJIE, qui a été prise pour une durée de 5 mois, donc de telle date à telle date et il faut savoir que normalement, moi je pense que, là, d'après ce qui était écrit, on devait avoir un rapport de l'ASE. Enfin, on devrait avoir un rapport de service qui était, en charge de la mesure et là où ça commence à devenir, enfin ça continue dans l'ubuesque totalement, c'est on a pas de prolongation de la mesure. On n'a pas d'audience qui prolonge la mesure. On n'a rien en main. Toutefois, le rapport est déposé pratiquement 10 mois après. C'est pas grave, il est acté, il est versé au dossier et on se retrouve quasiment 1 an après de nouveau en audience devant le juge des enfants, pour décider cette fois d'une AEMO, c'est-à-dire d'une,
action éducative en milieu ouvert. Une AEMO, ça veut dire simplement que vous allez avoir normalement quelqu'un de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance. Alors, le plus souvent, c'est des structures privées, des associations, et cetera, puisque c'est eux qui vont être chargés, par les conseils départementaux qui les subventionnent, On sait à quelle d'exercer, hauteur? pardon? On sait à quelle hauteur? De financement annuel? Bah, par enfant peut-être déjà, ou annuel, enfin je sais Par pas par les en chiffres par que vous enfant avez. par enfant, les chiffres qu'on a, ça oscille entre mensuellement, prise en charge par l'enfant, alors que ce soit, peu importe la prise en charge, hein, on va dire ça entre 6 500 7 000 € par mois. Que touche l'ASE ou l'association? Alors c'est l'aide sociale à l'enfance en général qui est Ouais, subventionnée et l'aide sociale à l'enfance se répartit dans ces diverses associations. d'accord. Donc chacune va toucher quelque chose. Il faut savoir qu'évidemment, une fois que vous avez compris ça, vous comprenez l'intérêt pour eux de poursuivre les mesures et de les renouveler annuellement. Vous voyez le bah oui, parce que si un enfant sort de là-dedans et il y a une juge d'ailleurs qui l'a dit lors d'un des états généraux de l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance à Nantes il y a quelques années, quelque chose que vous trouvez très facilement sur internet. Heu Cette juge a quand même expliqué que l'intérêt du placement n'est pas le retour dans la famille, parce que sinon, ça ne sert à rien de rompre le lien. Il faut maintenir l'enfant éloigné de la famille. Ah, c'est assez hallucinant en fait, hein. C'est une magistrate qui est quand même chargée de formation à l'École nationale de la magistrature. Alors là, je me dis, OK, une fois qu'on a tout ça en place, on va voir Attendez, mais je comprends pas. Pourtant, oui, votre enfant, il est chez son père. Il est oui, pas éloigné de sa famille. ah, de sa famille maternelle, si. Oui, Parce oui, que oui, mais ta famille, c'est maternelle et paternelle. Enfin, je veux dire, oui, on peut l'entendre comme ça, voilà. effectivement. Mais là, dans le cas des placements, ce qu'on appelle les placements abusifs, peu importe, que ce soit à l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire en foyer, en MEX, en famille d'accueil, ou chez l'autre parent, c'est pareil. Il faut couper l'enfant de son milieu d'origine. D'accord. C'est-à-dire que, peu importe si l'enfant, par exemple, comme dans notre cas, ma fille vivait avec moi, elle avait son papa tous les 15 jours, le week-end et la moitié des vacances scolaires, donc elle avait un lien avec ses 2 familles, d'accord? Mais là, elle a plus de lien qu'avec sa famille paternelle, faut le savoir. Parce que le lien du côté maternel a été rompu du jour au lendemain, on va dire d'une seconde à l'autre et donc on arrive donc cette AEMO, est maintenue, elle se renouvelle d'année en année, on ne sait pas trop bien pourquoi, il y a pas tellement de motivation dans le rapport annuel. Les choses, moi je commence à poser des questions, je commence à chercher un petit peu et bon là, effectivement, dès que vous commencez à chercher et à poser des questions, je me retrouve avec un courrier de la juge des enfants qui m'est adressé personnellement, lettre simple à mon domicile en disant: «Si vous ne collaborez pas, je prends des mesures beaucoup plus contraignantes». Alors moi, quand j'entends le mot «collaborer», vous m'excusez, mais ça me fait historiquement penser un petit peu à, vous savez, régime de Vichy, Pétain, tout ça. Alors je me dis: «Bon, là, collaborer, en fait, c'est un contrôle coercitif qu'ils exercent sur vous». Faut le Dans quel savoir, hein. sens? Il y a Dans le sens où vous devez vous plier absolument à tout ce que l'ASE vous dit, absolument tout, Et qu'est-ce que, sinon vous êtes d'accord, et qu'est-ce qu'elle pardon? vous a, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ah ben, elle me disait, par exemple, un truc, mais alors, c'était hallucinant, c'était hallucinant. Parce que j'avais une décision, par exemple, qui dit, que la petite, elle doit, donc il faut respecter les droits du père. Il faut savoir que le jugement, la décision JAF était déjà appliquée puisque ma fille allait voir son papa comme dit, tous les 15 jours le week-end, la moitié des vacances scolaires, donc je ne je alors là, c'est on marche sur la tête parce que vous avez une juge des enfants qui écrit que la décision JAF doit être respectée alors qu'elle l'est déjà. D'accord, OK. Que la décision JAF doit aussi être respectée parce que les droits du père doivent être respectés, que l'enfant doit avoir avec lui son doudou. Alors évidemment, comme toute maman, à partir du moment où mon enfant va chez son papa, j'ordonne à ma fille de laisser ses doudous à la Alors, maison, de laisser on pardon, va euh, oui. passer le bobino et on revient tout de suite après. D'être si nombreux ce matin du 24 août, 11h15.
Euh, Continuez à soutenir Radio Courtoisie. Il est important qu'on puisse être libre, indépendant, afin de donner la parole à tout le monde. Voilà, il faut qu'on ait tous les avis. C'est aussi ça notre job. On revient avec notre amie Virginie, maman victime de placement abusif, Virginie Dervieux. Allez-y, continuez. Voilà, donc l'ASE euh, est rentré dans la bataille, on va dire, et bon, bah, depuis, vous vivez un enfer, étant donné que ils ont décidé ce placement abusif auprès du père, quoi. Tout à fait. Alors, il faut savoir une chose aussi, au cas où, quelqu'un se dirait: «Oui, mais il y a quand même moyen de chercher de l'aide et cetera». On nous rabâche les oreilles avec le fameux numéro 119. Qu'est-ce que c'est le numéro Heu, 119? le 119, c'est pour aider l'enfance maltraitée, l'enfance en danger et Et cetera, vous donc l'avez fait ce numéro? ah non, mais je conseille à personne de le faire parce qu'en fait, Pourquoi? ça équivaut à contacter directement l'ASE, hein. Ah, c'est-à-dire que lorsque des parents, enfin, ou une mère, une maman a des Oui, problèmes oui, concernant son enfant et qu'elle appelle 119, c'est une oui. forme de fichage en fait. Ah tout à fait. Tout à fait, parce que ça va donner lieu à ce qui s'appelle une information préoccupante, qui va être donc transmise à la CRIP, la cellule de recueil des D'accord? informations préoccupantes, qui est dépendante de chaque conseil départemental. Et en fait, la CRIP, ben, elle travaille avec l'ASE. Alors, oui, Parce que vous travaillez aussi avec d'autres mamans qui ont des cas un peu oui. semblables. Est-ce que ces autres mamans, par exemple, ont appelé le 119 et ont eu ces problèmes? Alors les mamans que je connais, non, mais on a eu, vent d'un dossier où, Oui, pour rire, hein, une jeune fille, qui était avec une de ses copines à la maison, a appelé le 119 en larmoyant et en expliquant qu'elle était battue et cetera et cette jeune fille maintenant, elle est alors qu'il y avait rien, hein, il y avait rien. Les les voisins, tout le monde a attesté que c'était juste, une blague en fait et la jeune fille l'a dit elle-même, elle a dit: «Mais tout va bien, moi j'ai aucun souci, moi j'étais avec ma copine, on voulait faire une blague» et maintenant la jeune fille elle est placée, hein, en famille d'accord. d'accueil. Mais parlons aussi de votre militantisme, parce que ça c'est important quand même. Voilà, vous connaissez nombre, enfin vous travaillez avec des mamans. Est-ce que vous êtes en association? Du tout, je le fais de manière bénévole, D'accord. c'est-à-dire que les mamans me contactent, pour, Et quel cas vous avez globalement elle vous contacte globalement pourquoi? elles me contactent en disant, «Au secours, qu'est-ce que je fais? Parce que, mon enfant est victime de placement abusif, et heu et bon voilà, on Et sait ces pas enfants quoi sont, faire». ils sont en placement abusif à l'ASE, en Alors, foyer, en quoi en général? c'est divers. On a Dites-nous. chez l'autre parent, on a en foyer, on a en MEX, on a en famille d'accueil. Pardon, tout est possible. On a vraiment tous les cas de figure et c'est pour ça que je dis on est alors il faut savoir une chose, hein, hem, il faut bien en avoir conscience en fait, personne n'est à l'abri, hein. C'est une mafia organisée, personne n'est à l'abri et là où ça devient vraiment, comment dire? On marche sur la tête, c'est que, hem à partir du moment où vous allez un petit peu contre le système, vous devenez la personne à abattre, hein. On le voit, hein, on voit dans les grandes affaires médiatiques, on voit très bien que, il y a des choses qui dérangent. Et à partir du moment où vous dérangez le système, à partir du moment où vous commencez à poser des questions, là, ça commence à chauffer pour vous, hein, grosso modo. Et on a quand même, des choses qui deviennent mais qui vont même contre la loi contre la loi. Moi, j'ai encore eu une substitut du procureur, dernièrement en cour d'appel parce que j'ai réussi à obtenir, si vous voulez, déjà, l'annulation de la décision judiciaire précédente, donc juge des enfants, hein, je parle du juge des enfants. Et du coup, j'ai également obtenu le fait que, avec une, «botte secrète» entre guillemets, on ben, du coup là, le service d'AEMO qui était dedans depuis des années, qui quand même a eu la gentillesse d'écrire, des rapports, tout au long des années, y compris, en écrivant qu'ils n'avaient pas pu me contacter,
qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de discuter avec moi, ce qui est faux. Je rappelle juste que c'est un service qui a mes coordonnées, c'est tout juste, il a pas mes coordonnées bancaires, hein. Donc au niveau coordonnées, je suis joignable, par la poste, par mail, et cetera. Par téléphone, j'avoue, je ne réponds plus parce que, j'aime bien, si vous voulez et ce que je conseille à tout le monde, il faut des traces de tout. Alors soit vous enregistrez, voilà, première chose, puisque après vous allez de toute façon faut savoir une chose, il faut enregistrer, hein, toujours, parce que, tout ce qui se passe, par tout moyen. Faites-vous accompagner d'une personne de confiance qui pourra certifier les choses. Si vous avez un rendez-vous, vous y allez jamais seul, jamais. Vous avez un rendez-vous avec à l'aide sociale à l'enfance, avec le service d'AEMO, avec un autre service, peu importe, on s'en fiche. Vous n'y allez jamais seul, jamais. Mais quelque chose que je comprends pas, pourquoi l'aide sociale à l'enfance, enfin, je veux dire, vous, par exemple, dans votre cas, l'enfant, le juge dit, voilà, l'enfant doit aller chez son père. Ok. Mais il faut avoir tous ces rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance pour justifier, pour pouvoir voir son enfant, c'est ça? Alors C'est je vais donner notre cas, hein, parce que j'ai c'est les on va dire, l'essentiel des dossiers, c'est la même chose. Nous avons une éducatrice qui a été chargée d'exercer de la mesure d'action éducative en milieu ouvert, donc d'AEMO et cette éducatrice, pendant des années, elle est pas arrivée à me coincer. C'est-à-dire elle avait rien à me reprocher. Moi, je m'occupais très bien de ma fille, ce que le JAF avait reconnu, puisque le JAF était encore saisi à côté. Donc voilà, tout ça a été acté et elle essayait quand même, bon, vous doutez bien que, il faut qu'il continue, hein, de toucher des subventions. Si un enfant sort du système de l'ASE, c'est parce que derrière, ils en ont 3 autres qui vont rentrer. Ça aussi, hein. Faut bien prendre conscience que des subventions sont versées, mais des subventions, elles sont vouées à croître. Il faut les augmenter. Il faut justifier le paiement des subventions de l'année précédente. Il faut surtout continuer à les percevoir. Il faut les augmenter parce qu'il faut justifier que le service fait bien son boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est pas le cas, mais bon, voilà. Donc nous, on a une éducatrice qui était chargée de l'AEMO, qui a eu l'idée de génie, comme elle n'arrivait pas à me coincer et qu'elle en avait ras-le-bol, de faire ce qu'on appelle un faux rapport. Alors, rapport qui dénonce un certain nombre de faits, évidemment que de mon côté, puisque du côté du papa, tout va bien, ça baigne, il y a aucun problème, hein. Alors, bon, moi j'ai un petit, comment dire? J'ai un peu une épine dans le pied à ce niveau-là, pour l'ASE, puisque et particulièrement pour ce service-là, puisque là, nous avons eu la possibilité de déposer une plainte pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement. Parce que moi, j'avais pris la précaution, et c'est pour ça que je le dis, enregistrez, faites-vous des traces, faites-vous accompagner par un huissier, ce qu'on appelle maintenant un commissaire de justice s'il le faut, qui lui, son rôle, il va rien dire, il va juste écrire tout ce qui se passe. C'est tout. Ça, c'est simple. Mais au moins, vous aurez une trace, vous aurez quelque chose d'écrit. Moi, ce que j'avais fait simplement, c'est que j'ai enregistré, parce que j'étais à mon domicile lors de la visite, j'ai enregistré la visite, j'ai enregistré ce qui se passait. J'ai donné cet enregistrement à ce qu'on appelle un huissier, ce qu'on appelle maintenant un commissaire de justice, qui a donc établi ce qu'on appelle un PV de constat d'huissier, procès verbal de constat d'huissier. Et ce procès verbal de constat d'huissier, ben, étrangement, il est totalement différent de ce qui est écrit dans le rapport de l'ASE, donc par l'éducatrice de l'AEMO, donc rapport signé par l'éducatrice, contresigné par son chef de service et visé par le directeur du service AEMO de cette fameuse association. Très bien. Donc moi je prends ça, je vais voir un avocat pénaliste dans la région, chez moi, je vais voir divers avocats dans la région. Tout le monde me dit: «Ah non, 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 faut pas». J'ai même eu un avocat qui me dit: «Mais vous comprenez madame, si moi je vous suis sur ce terrain-là, vous comprenez, nous les enfants, c'est notre fonds de commerce, donc là, ça va pas être possible». Alors moi je dis: «Vaut mieux entendre ça que d'être sourd», hein, déjà, première chose. Alors, vous dites: «OK, très bien». Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je fais plusieurs avocats dans la région. Je vois qu'il y a une espèce d'omerta, parce que moi je suis en Alsace,
Et il y a une espèce d'omerta sur ce sujet-là. On me dit: «Ah oui, mais bon, l'ASE, on touche pas, ça a jamais été fait» et cetera et C'est ce cetera. que les avocats vous disent. On ne touche Ah oui, pas à oui, l'ASE. oui, oui. Ah oui, non, ne touche pas à l'ASE. Touche pas à l'ASE. Bah oui, parce que sinon, quelque part, eux, ils Ça veut dire auraient quoi? plus C'est-à-dire qu'à que vous faire. n'arrivez pas à trouver d'avocat qui pourrait, d'une certaine manière, porter plainte ou que sais-je, Ouais, contre l'ASE? tout à fait. Enfin, il peut porter plainte. Un avocat qui peut porter plainte, vous en trouvez partout, à tous les coins de Oui, rue. bien sûr, mais Qui après accepte de le faire, qui qui accepte accepte de votre le faire. dossier contre Voilà, l'ASE? voilà, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et ça, là, ça devient complexe Ils et en vous fait, disent quoi? Ils vous disent: «En effet, l'ASE, on touche pas. on ne touche On pas». touche pas, c'est trop risqué, ça va se retourner contre vous, blablabla. Enfin, tout un tas de choses, mais qui n'ont aucun sens. Moi, je dis: «Vous avez quelque chose qui est un faux, vous avez une preuve du faux. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui fait que vous allez pas pouvoir faire ne serait-ce qu'une inscription en faux?» par exemple, ne serait-ce que ça. Mais ils vous refusent tout. Donc bon, alors, Vous avez vu combien d'avocats? oh là, je pense que dans la région, alors vu, discuté, pris contact, par tout moyen et cetera, je pense que j'ai dû faire dans la région à peu près, au dans en avocat qui se dit spécialisé en droit de la famille, Oui, hein, c'est oui, oui. surtout ça, hein, c'est surtout ça qui est important. Alors, dans les faits, il y en a pas énorme, je pense que j'en ai quand même fait facilement une vingtaine. Donc c'est-à-dire que vous avez fait Toujours 20 avocats, vous ouais, avez demandé à 20 avocats de faire une procédure contre l'ASE, c'est ça. l'aide sociale à l'enfance, hein, je le rappelle, Oui, oui, et tout à fait, les 20 avocats vous ont dit: «Non, on ne fait pas de procédure contre l'aide sociale à l'enfance». c'est ça. C'est fou quand même, ah oui, c'est en Ah effet, c'est si, bizarre. vous trouvez aussi. Donc moi je dis: «Bon, OK, très bien, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein?» Ils justifient Bon, seulement: «Ah, vous aurez des problèmes», ou il y a d'autres voilà, justifications, c'est c'est tout. non, c'est simplement: «Oui, vous comprenez, le dossier est compliqué, vous risquez d'avoir des problèmes, ça va se retourner contre vous». Alors l'argument béton, ça ne sert à rien. D'accord, OK. Non mais ça, Donc ça veut comme dire que motivation cet organisme fait des faux, quoi, oui, et pour eux, ça sert à rien. voilà, c'est ça. Donc c'est open bar en fait. Il y a aucun problème. Non, mais alors non, mais c'est ça quand je dis qu'on marche sur la tête, c'est pas une vision de l'esprit, hein. C'est vraiment parce que j'ai fait moi mes enquêtes, je suis allée sur le terrain, j'ai fait les choses et j'ai comment dire? Obtenu des jurisprudences parce L que à partir mais ça a commencé à se débloquer à partir du moment, entre guillemets, où je me suis dit: «Mais finalement, pourquoi est-ce que j'irais engraisser des avocats?» Alors je dis pas que tous les avocats sont à mettre dans le même panier, d'accord? J'en ai rencontré qui sont très bien, qui essaient vraiment de faire leur taf et qui, sont submergés de dossiers parce que tous les dossiers, c'est la même chose. Vous prenez les dossiers, vous prenez les rapports de l'ASE, vous changez les lieux, vous changez les dates, vous changez les noms des personnes, c'est un copier-coller. Non mais Bah, sérieusement, c'est ce hein, que nous a dit, maître d'Angléan, hein. voilà. Alors quand je parlais d'avocats fiables, justement, pour pas citer maître d'Angléan, par exemple, qui lui, si vous voulez, bah, malheureusement a été un petit peu parachuté malgré lui dans tout ça. Bon, clairement, ce qui apparaît également dans tous ces dossiers, y compris, le nôtre, c'est que, clairement, c'est des représailles. Vous avez à chaque fois des représailles. C'est-à-dire que vous allez à un moment donné avancer, avancer, avancer dans les procédures et d'un seul coup, on va vous bloquer. C'est-à-dire que vous aurez même plus de réponse du tribunal, vous n'aurez plus ci, vous n'aurez rien. Il va plus rien se passer, ça va être lettre morte et là, on sait que et moi je dis: «Si vous avez ça, si vous en arrivez là, c'est que vous savez que vous avez «gagné» entre guillemets parce que vous savez que vous les avez confrontés aux méfaits et aux malversations que même le tribunal suit». Parce que le tribunal, il faut savoir une chose, un juge des enfants, lui, il prend les rapports de l'ASE, AEMO, MJE, j'en passe et des meilleurs. Il va prendre ça, il va même pas lire le rapport en entier, il prend à la fin, la conclusion, donc nous préconisons donc le service alors c'est toujours le service, hein, voilà, bon. Le service préconise XY et le juge va dire: «Nous allons faire XY». C'est tout. C'est simple, mais alors, c'est tellement simple que c'est
on se dit: «Mais finalement, il y a pas besoin de chercher loin, hein, c'est Comment ultra vous simple à l'expliquez ça? comprendre». Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait, en réalité? Pourquoi ils font ça, les juges? Est-ce que parce que, je sais pas, ils sont vraiment de mauvaise volonté, ou alors parce que ils sont submergés de dossiers, que du coup, bon, bah, ils ont pas le temps de vraiment de les étudier un par un? Comment vous l'expliquez? Ben, tout simplement par le ce qui a déjà été constaté par monsieur Philippe Séguin à l'époque et monsieur Pierre Navès également, qui disait que, comme vous le rappeliez en début d'émission, 50 des placements sont abusifs, donc ne sont pas nécessaires. Donc ça veut dire que 50 au bas mot, on en est quand même actuellement à plus que 70, parce que tout ça, les chiffres qu'on a, c'est des chiffres qui remontent aux années 2000, hein, donc forcément ça a augmenté de manière exponentielle. On a quand même, on va dire que la bonne moitié, voire maintenant plus, 3/4 de ces déplacements sont abusifs. Donc ça veut dire que les 3/4 des dossiers qui tombent entre les mains des juges des enfants relèvent du JAF, ce qu'on appelle le juge aux affaires familiales, déjà première chose. Donc ils doivent normalement se cantonner à ça et on doit rester là-dedans mais pour ne pas, disons que c'est, comment dire? C'est un problème, financier, hein. Moi clairement je m'aperçois que c'est un problème financier. Plus ça va, plus clairement on arrive toujours à la même conclusion et je dis pas que les juges font mal leur travail. Je dis qu'il y a à boire et à manger, c'est comme partout. Voilà. Je vais pas maintenant incriminer tel ou tel magistrat, parce que, accessoirement, j'ai pas non plus envie de me retrouver avec une procédure, vous m'excuserez, hein. Bien sûr. Voilà, je commence à sortir des procédures, donc c'est pas pour, en recommencer d'autres et moi je m'interroge simplement sur justement ce pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des dossiers, on sait que 50 au bas mot des placements ne sont pas nécessaires. Quand on dit qu'ils sont abusifs, c'est qu'ils sont pas nécessaires. C'est-à-dire que vous avez les juges des enfants qui prennent, voilà, les dossiers. Après dire qu'on est submergé de dossiers, moi je veux bien, mais peut-être qu'effectivement, comme vous dites, si on lisait attentivement le dossier, si on voyait que au final, les 3/4 des motivations des décisions, bah, c'est creux, il y a rien. À part les accusations de l'ASE, il y a rien. Il y a absolument rien et là, on est dans ce système, si vous voulez, qui s'auto-entretient au niveau financier. C'est ça qui est aberrant et moi vous m'excuserez, je prends beaucoup de précautions dans ce que je dis parce que j'ai pas tellement l'envie que, hein, derrière, voilà, que ça moi j'ai envie de pouvoir continuer à aider. J'ai envie de pouvoir surtout continuer à aider à protéger mon enfant parce que moi je me retrouve maintenant avec, donc un rapport, j'en reviens rapidement et beaucoup de dossiers vont être identiques. J'ai un rapport qui est donc mensonger. Je fais constater par procès-verbal de constat d'huissier le faux rapport. L'huissier me téléphone pendant qu'il est en train de faire le constat en disant: «Madame Dervieux, il faut absolument que vous saisissiez tout de suite la justice, déposez plainte, c'est pas normal». Très bien, d'accord. Problème, ce que j'ai dit avant, aller trouver un avocat qui va aller contre le système. Alors là, c'est pas gagné. Il y en a quand même quelques-uns, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit: «Bah, écoutez, moi je vais pas, faire autre chose, je vais m'adresser, comment dire? À la toute-puissance, française qui est Paris». Et je me dis: «Je vais trouver un avocat pénaliste sur Paris qui s'y connaissent aussi en droits fondamentaux, en libertés fondamentales», parce que ça touche à tout ça. On a une atteinte à la vie privée et familiale, on a une atteinte à l'honneur, à la réputation, tout, hein, tout est donc ce qu'on appelle les droits fondamentaux. Droits fondamentaux, selon l'article 55 de notre constitution, normalement, ça figure dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des droits, oui, des droits, de l'homme et des libertés fondamentales, pardon, communément, appelé CEDH et donc cet article 55 dit que les textes votés au-dessus, du niveau national, donc supranational, qui sont ratifiés par la France, donc la CEDH, et ben, ils se substituent aux textes nationaux. Ça veut dire que moi, je dis pas qu'il faut complètement les substituer, je dis on a des textes on a des articles de loi, des choses qui sont pertinents, il faut les utiliser en complément. Voilà, simplement. Moi, c'est ce que je fais en cours d'appel. Voilà, c'est pour ça que j'avance un petit peu. Hem
Ce qui se passe, c'est que je me dis: «Mais pourquoi donc, pourquoi tant de haine?» comme dirait l'autre et je me dis: «Mais je vais devoir trouver un avocat pénaliste». Je vais à Paris, je fais évidemment, je mène mon enquête, je regarde quelqu'un de fiable, quelqu'un qui a pas froid aux yeux. Je téléphone à un avocat et je lui dis: «Voilà, moi c'est simple, je veux déposer une plainte contre l'ASE, aide sociale à l'enfance. Et Est-ce qu'est-ce que qu'elle vous répond? est-ce que vous seriez prêt à me suivre?» Et on discute 5 minutes, il me dit: «Aucun OK, aucun problème, banco, on le fait». Alors là déjà, youpi, hein, voilà, Hmm. première chose et on fait une plainte d'une trentaine de pages avec des pièces justificatives, avec tout ce qu'il faut, qu'on adresse dans un premier temps au procureur de la République, donc on fait une plainte simple en disant, «Il y a un gros problème avec l'ASE, avec le service d'AEMO en particulier, bref, il y a quelque chose». Et là, on se retrouve avec, l'ouverture d'une enquête préliminaire. OK, très bien. Donc je suis, auditionnée par la gendarmerie en tant que victime et je suis auditionnée, le lendemain de l'audition. Normalement les personnes mises en cause vont être convoquées par la gendarmerie, donc c'est le gendarme qui m'en informe, il me donne quelques informations sur la suite de la procédure. Il me dit: «Voilà, donc les personnes mises en cause vont être convoquées à leur tour, pour être entendues». Et dès le lendemain, j'ai tout de suite une nouvelle requête du père qui tombe au niveau, cette fois-ci, du juge aux affaires familiales. Alors moi je dis, bon, avec, les coïncidences de dates déjà précédentes dans le dossier, je me dis: «Bon, il y a quand même peu de chances que ça soit vraiment le hasard, hein». Bref, donc ceci étant, ça c'est encore un autre débat. Là, moi je me retrouve avec cet Pourquoi? avocat Qu'est-ce qui que dit: vous «OK, dites? Vous dites que Qu'il y a une communication, parce que si le service d'AEMO, qui était toujours dans la boucle à ce moment-là, se retrouve, convoqué, à la gendarmerie, suite à notre dépôt de plainte, et que accessoirement, moi, il faut savoir que c'est un service qui ne me parle plus, qui m'envoie des courriers en disant, «Oui, on va se voir, chez nous au service» et cetera. Moi, il faut savoir une chose, j'avais pris c'est mon choix était simplement de dire: «Nous avons déposé plainte, je ne discute pas avec des personnes qui sont mises en cause dans la plainte». Ça paraît quelque part un peu logique. Eux continuent, d'accord? Ils continuent de m'envoyer des courriers. On arrive devant le juge en cour d'appel, juge des enfants, chambre spéciale des mineurs, qui dit où l'ASE me dit, enfin il dit au juge: «Nous n'arrivons pas à joindre madame malgré nos différents courriers». Ce à quoi madame, moi je réponds au juge: Madame ayant déposé une plainte, maintenant, vous avez la primeur de savoir que c'est une plainte avec constitution de partie civile puisque nous venons de nous constituer partie civile, c'est-à-dire que l'information judiciaire a été ouverte, la consignation a été faite, bref, ça suit son cours. Donc, moi, ce que j'arrive en cour d'appel, je leur dis: «Vous avez la primeur de l'information» et il se trouve que là, oups, ça fait un peu, comment dire? Ça coince, hein, un petit peu. Donc je leur dis: «Parce que nous, on a été contraints de déposer cette plainte puisque c'est à partir de ce rapport qui a été donné au juge des enfants avec une demande en urgence d'audience par le service d'AEMO qui bien a sûr. repris les termes de son rapport au niveau de l'audience du juge des enfants, audience au cours de laquelle, ma fille a dit au juge: «Mon papa, il est pas gentil avec moi, il me donne pas assez à manger, il me traîne par le bras dans les escaliers». C'est écrit dans la décision, c'est écrit noir sur blanc dans la décision de placement de ma fille chez son père. Ça a été retranscrit noir sur blanc. Dedans, il est également écrit que, mon conseil et moi, donc j'avais pris une avocate à ce moment-là qui était très bien. Donc mon conseil et moi, on a émis, auprès du magistrat, donc du juge des enfants, la possibilité que peut-être les paroles de l'éducatrice qui était présente à l'audience, pouvaient prêter à caution. Et enfin, qu'à tout le moins, il y avait un doute, un gros doute et donc il fallait au moins mener une enquête avant de prendre quelque décision que ce soit. Est-ce que c'est Donc pareil aussi pour les mères de famille que vous connaissez?
et Oui, avec qui oui, vous toujours. travaillez. Est-ce qu'elles ont ce type de décision aussi? Est-ce Non. que il y a ce type voilà d'écrit de la part de cette administration? Oui, oui, systématiquement. Systématiquement. C'est affolant. C'est affolant. Elles ont C'est aussi ce même problème avec les avocats? le plus souvent, oui, parce qu'on va avoir des avocats qui vont, ouais, faire «semblant» entre guillemets de vouloir vraiment, aider, ils vont faire alors eux, ils vont faire un acte ou 2 de procédure qui vont être perçus comme étant positifs par les mamans, puisqu'ils vont faire, entre guillemets «semblant» de vouloir faire avancer les choses et d'un seul coup, ça va stagner. Il y aura pas un certain nombre d'actes qui auraient dû être faits. On s'aperçoit quand on regarde dans les dossiers, pardon, mais que, qu'il y a un certain nombre d'actes qui auraient dû être faits tout de suite derrière, par rapport à ce qui avait été commencé, que tout de suite derrière, il aurait fallu enchaîner sur un certain nombre de choses. Ça n'est jamais le cas. Alors, Jamais. j'ai un commentaire d'auditeur. Il y a Non. le règlement national des avocats, qui est la loi dans la loi, qui écrase le serment d'avocat et qui a été mis en place par le législateur. Il y a une clause sur l'intérêt du client qui n'est l'intérêt de personne et les avocats en France ne notent pas cette clause sur l'intérêt du client dont les contrats qu'il a mis à leurs clients. Par conséquent, les clients payent pour se faire avoir. Absolument. Ah oui, non, mais ça, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Faut savoir donc ce que je disais, Donc, c'est-à-dire qu'on a un système où tout le monde est grosso modo complice et mmh mh. où la victime, la maman on va dire, est écrasée par cette complicité, par les avocats, l'administration, les services publics, etc. Et en fait, elle se retrouve seule contre tout ce monde. Faut pas oublier que la maman, oui, mais surtout l'enfant. Et Les l'enfant, enfants, évidemment, l'enfant. c'est surtout lui. Parce que l'enfant, si vous voulez, ce qui est paradoxal et très intéressant, c'est que l'enfant est brandi en bannière, pour le bien-être de l'enfant, la protection de l'enfant. Oui, enfin, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour faire un faux procès parce que le procès qui est au final fait, c'est toujours le procès des parents et le procès du parent protecteur en particulier. Alors, là, je rejoins entièrement ce que maître d'Orléans disait sur votre antenne, déjà précédemment. On a également vous aviez invité madame Lombard qui a également en a parlé. Vous avez invité, ce qui est très intéressant également, madame Sylvie Charles, qui elle a démonté tous les mécanismes financiers, hein, et on voit très bien tout où passe l'argent, en fait. Il faut savoir que nous, on paye, des impôts, des taxes, même si, par exemple, admettons, vous avez quelqu'un, qui va me dire: «Je suis pas concerné parce que moi je suis au chômage, je suis au RSA, j'ai pas beaucoup d'argent, mais donc mes impôts, je suis pas imposable», admettons, voilà. Pourquoi pas? Moi je dis: «Oui, vous êtes pas imposable, seulement il y a une chose que vous oubliez, c'est tous les produits de consommation, il y a une TVA, donc c'est une taxe, donc c'est versé au gouvernement. Donc c'est une taxe qui rentre dans les subventions ensuite qui sont redistribuées». C'est logique, c'est la redistribution financière, que madame Sylvie Charles a très bien expliqué. Et donc du coup, on se dit: «OK», c'est pour ça que je dis: «Tout le monde paye». À quelque degré que ce soit, vous payez tous, tous. Même un enfant qui va aller acheter, des bonbons, il va avoir une TVA dessus. Lui-même va payer pour entretenir ce système. C'est effarant, c'est effarant. C'est un système qui va à l'encontre de la population. Ouais, c'est clairement un système, moi je dirais, honnêtement mafieux. Parce que, je on a toujours cette image de la mafia, de voilà, de trucs, mais clairement, on est dedans, hein. On est dedans et pour moi, il y a pas à se poser de questions. À partir du moment où vous avez de l'argent public qui est utilisé pour des structures privées, il y a donc un détournement de fonds, clairement, puisque c'est un détournement de fonds. C'est opaque, hein, c'est très opaque. C'est arriver à trouver le pourquoi du comment au niveau des subventions, c'est pas facile, hein. C'est-à-dire C'est pas que quoi? facile. C'est-à-dire qu'une association X qui travaille avec ce service public, Ouais. on ne sait pas combien elle touchera. On ne sait pas exactement le montant des subventions, on sait juste on a accès par internet à un certain nombre de documents, où on sait par exemple que, entre telle année et telle année, on va avoir une multiplication par 3, 4, 5, ça peut aller jusqu'à 9, hein, du montant de la subvention.
Voilà, moi ça commence à devenir, franchement, c'est là qu'on se dit: «Il y a quand même un gros souci». Parce qu'on voit clairement que la seule chose qui les préoccupe, c'est de faire du chiffre. Là, quand on a alors moi ça me fait aussi rire parce que quand vous avez des sociaux qui vous disent: «Ah oui, mais moi j'ai en charge 34, 35 dossiers de gamins, voire plus. Ah mais moi si je suis surchargé de boulot». Moi je pose la question: «OK, très bien. Quels sont quel est le nombre exact de vos dossiers où vous n'auriez pas à intervenir puisque c'est abusif?» Puisque vos rapports auto-entretiennent, en fait. C'est-à-dire que les sociaux vont être là pour dire, ce que j'appelle souvent les sévices sociaux, entretiennent ça en disant: nous allons, continuer le placement parce qu'il y a un conflit parental». Ah ouais, d'accord. Donc en fait, le conflit parental qui est, n'est pas une notion de droit, voilà. C'est comme quand vous dites, il y a une relation fusionnelle entre l'enfant et sa maman, il y a un conflit de loyauté, OK, très bien. Donc ça, c'est brandi comme argument béton par les services sociaux qui vont et ça va être retranscrit dans les décisions judiciaires et je trouve ça assez intéressant parce que, au niveau du droit, il faudra m'expliquer dans quel, article de loi ça se trouve. C'est quoi ça Non. exactement, conflit parental, juridiquement? Juridiquement, Oui? bah, écoutez, moi j'attends qu'on me l'explique. Pourquoi ça n'existe pas? Ah non, juridiquement, ça n'existe pas. Pourtant, c'est utilisé comme un Tout le argument temps, par, ces administrations. tout le temps. C'est permanent, c'est un C'est-à-dire argument quoi? qui Il y a 2 arguments qui sont utilisés, c'est-à-dire, conflit parental et aliénation du parent. aliénation parentale, absolument. Mais ça se rejoint en fait. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'instaurer le concept, de conflit parental pour justifier ensuite l'aliénation par le parent. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'aliénation existe, c'est parce qu'il y a eu un conflit, donc pour alimenter le conflit, le parent aliénant provoque l'aliénation, il va le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Donc c'est un cercle vicieux, en fait, ça s'auto-entretient et là, moi, je trouve ça assez fascinant quand vous avez des décisions judiciaires qui disent: «Il y a une relation fusionnelle entre l'enfant et la maman». Alors quelque part, moi, je me dis: «Ça peut être rassurant de voir que bah, quand même, il y a une relation, entre l'enfant et la maman, que l'enfant peut se reposer sur sa maman, que la maman va être là pour subvenir aux besoins de l'enfant, pour l'aimer, pour le cajoler et cetera. Enfin, ça me paraît quand même assez, voilà, «normal» entre guillemets, hein, voilà. Mais bon, pour eux, ça ne l'est pas, hein. À partir du moment où vous êtes là en train d'aider votre enfant, même pour faire ses devoirs, pour «Ah non, là, non, non, c'est pas possible. Ah non, non, non. Là, il faut» vous privez votre enfant d'autonomie. Ah ça aussi, hein, ça c'est pareil, hein, ça c'est un truc, faudra m'expliquer à partir de quel moment la notion d'autonomie figure dans un article de loi, hein. Je non, bon, non, mais c'est une question que je pose et c'est une question que j'ai posée pas plus tard qu'en cour d'appel encore récemment Qu'est-ce que vous et avez donc répondu? ils m'ont ah bah rien, rien, parce que, je leur ai demandé de me citer l'article de loi, ben, normal, ils peuvent pas répondre et après je leur ai dit: «Ben, de fait, si vous voulez bien, prendre en considération le fait que nous avons été contraints de déposer cette plainte pour faux usage de faux et escroquerie au jugement, ça serait quand même pas mal de la prendre en considération et de voir que peut-être vous avez été abusé. Peut-être qu'il y a eu l'ASE a essayé de quand même de berner la justice. Vous voyez, il y a un problème quand même et surtout que là, du coup, ils m'ont bah, maintenant c'est fait, c'est acté, hein. Fin de l'assistance éducative, c'est Ça veut dire que quoi? réglé. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus voir du tout votre fille? Alors, j'ai le juge des enfants en cour qui est en cou la cour d'appel, juge des enfants qui me dit: «On va plus intervenir. Merci la plainte, hein, quand même». Donc comme quoi ça sert quand même à quelque Mmh. chose. On va dire ça juste au passage. Ensuite, moi effectivement, je vois malheureusement ma fille. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en visite médiatisée. C'était le 7 janvier 2023 et depuis j'ai pas de nouvelles, je l'ai vue quelques minutes, au moment de l'audience juge des enfants en juin 2023. Je l'ai entreaperçue quelques minutes, à nouveau lors de la dernière audience juge des enfants, en juin 2024. Entre-temps, je j'ai réussi à mettre en place,
Hem et bon, il a quand même fallu, un petit peu s'acharner. La possibilité pour ma fille de voir ses grands-parents maternels, puisqu'elle n'avait plus de contact avec eux depuis des années. Enfin, depuis maintenant, enfin plus d'un an, puisque l'espace de rencontre, tout alors c'est ça qui commence à comment dire? À devenir intéressant. C'est que l'espace de rencontre qui a fait la fameuse attestation qui a permis au père de saisir le juge des enfants, c'est lui qui est systématiquement nommé par le juge des enfants pour ce qui concerne maintenant mes droits à moi, donc puisque maintenant j'avais des visites médiatisées avec ma fille, sur la foi évidemment de ce faux rapport, hein, de l'ADE. Et donc là, du coup, l'espace de rencontre est également, chargé à un moment donné, puisque mes parents ont dû entamer une procédure juge aux affaires familiales pour les grands-parents, donc engager des frais et cetera. Et il y a en fait, pour pouvoir voir leur petite fille, 1 heure, ou 1h30 par mois. Alors, j'ai quelques commentaires. Oui, Il y a dites-moi. quelques années, une institutrice a fait un signalement à l'ASE et le père de famille a mis 3 ans pour récupérer ses enfants. Auditeur, l'ASE est dans la main de l'État, le gouvernement à la justice à sa botte et aucun justiciable ne peut avoir gain de cause. Les employés de l'ASE représentent une masse d'électeurs pour les gouvernements en place. Ils en profitent pour massacrer les enfants. Le système d'établissement de santé mentale est identique. Bonjour, bien que prenant votre combat, votre émission en cours, je n'adhère pas à ce combat contre l'ASE, institution qui, comme la police, est incontournable. La version présentée d'une inspectrice de l'ASE qui nierait que le bas de page du dossier n'est pas crédible. Qu'est-ce que vous dites à cette personne-là qui vous dit ça, qui vous dit oui, quand même, là vous exagérez par rapport à ce que à ce que vous dites sur l'ASE. Moi, je dis, eh ben, examiner toutes les autres mamans qui ont déposé des plaintes pour faux, pour inscription en faux, et qui ont également médiatisé et on a toujours les mêmes assos qui reviennent et bizarrement, c'est les plaintes, elles sont quand même instruites. À un moment donné, bon, faut se battre, hein, pour qu'elles soient instruites, certes, mais elles sont instruites. C'est qu'il y a quand même quelque chose. Alors moi, je veux bien que, bon, à mon avis, c'est quelqu'un qui soit travaille, dans les services sociaux ou qui est en contact avec eux. Vous aurez toujours quelqu'un qui va vous dire: «Oui, c'est pas vrai, le combat est un faux combat, tout ce qu'ils disent, c'est exagéré» et cetera. Mais ça, on l'a ce qu'on appelle, nous, des infiltrés des services sociaux. Celles-là, on les connaît aussi, on les connaît bien. Moi, je vous dis honnêtement, chacun est libre de penser ce qu'il veut, évidemment. On est en démocratie jusqu'à preuve du contraire, bien que nous ne sommes plus dans un état de droit, ça, nous le savons exactement. Moi, je dis: «Très bien, la personne elle est libre de penser ce qu'elle veut». Moi, je dis: «Je me fonde sur des faits». Voilà, faits, preuves, loi. Il va falloir me prouver que, étonnamment, en cour d'appel, quand j'ai fait ça, quand j'ai posé les questions, j'ai obtenu gain de cause. Alors si, le justiciable peut gagner, c'est ardu, c'est très ardu. C'est des heures et des nuits blanches, c'est des heures de travail, tout ça, c'est un travail titanesque, un travail de bénédictin. Il faut démonter chaque virgule, il faut regarder chaque texte de loi, il faut regarder toutes les jurisprudences. Moi, je l'ai fait seule. Pourquoi je l'ai fait seule? Parce que je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce que je vais payer un avocat qui ne fait pas ce que je lui demande de faire, qui n'est pas là pour finalement, aider mon enfant, qui ne va faire que qu'enfoncer le dossier, alors que moi j'ai réussi à obtenir plusieurs fois des annulations de décision, des choses comme ça, ce que maître Alors, Danglars a bien obtenu sûr, lui également. aussi. Alors, il reste Voilà, 2 minutes d'émission. oui, pardon. Comment faire pour qu'est-ce qu'on pourrait dire cette fin d'émission? Peut-être, est-ce que vous avez peut-être, je sais pas moi, est-ce que peut-être on peut vous contacter? Comment vous Oui, contacter peut-être s'il y a des mamans qui nous écoutent? oui, bien sûr. Alors j'ai une adresse, mail que je peux vous Allez-y. donner. Donc c'est Vidia, Vidia 2, donc le chiffre 2 arrobase proton.me. D'accord. Donc Et donc, n'hésitez pas. s'il y a des Oui, pardon? mamans qui sont dans votre cas, Mmh. eh ben, qu'elles vous contactent. Appelez encore une fois le mail. Alors, VIDIA 2
proton.me. Voilà. Donc c'est l'abréviation Virginie Diane. Et vous, de toute façon, vous travaillez avec d'autres mamans aussi? Oui. Bon, il faut savoir que, moi, je prends pas tous les dossiers. Je prends les Oui, dossiers uniquement après avoir vraiment examiné pour savoir si, c'est pas une tentative d'infiltrer, c'est pas une tentative de saborder tout ce qu'on a déjà mis en place, hein. d'accord. Donc faut quand même, Et vous avez des résultats? on a des résultats, on a des mamans qui ont obtenu comme moi que le juge des enfants sort du dossier, que, des annulations de décision. On a des mamans qui ont retrouvé leurs enfants. On a donc, voilà, donc le justiciable peut obtenir gain de cause, oui, c'est ardu, c'est difficile, ça je le cacherai pas. C'est un combat, c'est un marathon. En fait, c'est un marathon de tous les instants. Il faut se dire qu'il faut pas lâcher parce que la seule chose qu'ils attendent, c'est que vous lâchiez. On a aussi une maman qui malheureusement, est décédée entre-temps, son cœur n'a pas tenu. Et alors qu'elle était en train de gagner contre l'ASE. Elle était en train de gagner. Elle avait obtenu une décision qui engageait très, très bien le dossier derrière, qui renversait la vapeur et malheureusement, son cœur a lâché. Donc c'est aussi pour ces mamans-là, c'est pour les Bien sûr. enfants qui se suicident, pour les mamans qui se suicident, pour les parents qui sont pas qui essayent de trouver de l'aide. C'est pour ça qu'aussi nous, on continue ce combat. Et qu'on ne lâchera pas. Ça, de toute façon, il y a quelque chose qu'il faut aussi qu'ils comprennent, c'est qu'on ne lâchera pas. On a quand même deux trois avocats sur lesquels on peut compter, qui sont fiables, qui vont pas hésiter à aller contre l'ASE parce que eux-mêmes sont outrés, parce qu'ils comprennent aussi que tout le monde peut être touché, mais tout le monde. En tout cas, C'est-à-dire que merci moi, à à l'heure vous, chère madame. merci, pardon. Il nous reste 30 secondes en réalité, c'est pour ça. Oui, Merci pardon. beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Nous, on se voit samedi prochain, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao.